Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Washington DC, fin d'après-midi. Le soleil décline lentement derrière les gratte-ciel, projetant des ombres longues et inquiétantes sur le bitume humide. Marcus Walker, 38 ans, ancien marine et expert en arts martiaux, sortait de la banque, Capitol Trust, avec une liasse de billets soigneusement emballés dans une enveloppe. Ses yeux marrons, calmes mais perçants, balayaient la rue avec une attention militaire. Chaque détail, chaque mouvement suspect était enregistré dans son esprit comme dans un journal de guerre. Alors qu'il franchissait le trottoir, un véhicule de police noir surgit brusquement devant lui. Les portes s'ouvrirent violemment, laissant apparaître 3 policiers au visage tendu et aux gestes précipités. « Monsieur Walker » hurla l'un d'eux, un jeune officier blanc du nom de Derek Harlow. « Qu'est-ce que » commença Marcus, mais avant qu'il puisse réagir, Derek et ses collègues lui arrachèrent l'enveloppe contenant l'argent. Le cœur de Marcus battait calmement. Loin de la panique, il observa chaque mouvement, l'angle d'attaque, la position des mains, la tension dans leurs épaules. Tout dans leur manière de procéder trahissait l'inexpérience et l'arrogance. « Donnez-moi ça !» cria Derek, ignorant que Marcus avait servi dans les forces spéciales pendant plus de 10 ans, qu'il avait combattu en zone hostile, maîtrisé des dizaines de techniques de combat rapprochées, et survécu à des situations que peu d'hommes auraient traversées. Un pas de trop, un mouvement mal calculé, et Marcus réagit. Comme un serpent prêt à frapper, il neutralisa le premier policier d'un mouvement sec et précis, désarmant l'homme et le projetant contre la portière du véhicule. Les 2 autres reculèrent, figés, ne sachant pas comment réagir face à une force qu'ils n'avaient jamais rencontrée. En moins de 30 secondes, Marcus avait désarmé et contrôlé la situation, récupérant son enveloppe. Pas un cri, pas un geste inutile. Seulement une précision froide, presque chirurgicale. « La prochaine fois que vous essayez de voler ce qui m'appartient, réfléchissez à 2 fois, murmura-t-il d'une voix basse et glaciale. Puis, aussi soudainement qu'il était apparu dans leur vie, Marcus disparut dans les ruelles adjacentes, laissant derrière lui 3 policiers abasourdis, leur arrogance effondrée et la certitude amère qu'il venait de provoquer quelqu'un qu'il ne pourrait jamais intimider. Dans cette ville où le pouvoir et l'autorité semblaient tout-puissants, Marcus Walker venait de rappeler que certaines forces étaient au-delà de la peur, et qu'une seule erreur pouvait coûter très cher. Le soir tombait sur Arlington, Virginia. Marcus Walker rentra dans son appartement minimaliste, mais impeccablement organisé, situé au dernier étage d'un immeuble discret. Chaque objet avait une utilité précise, un sac de frappe pour l'entraînement, des armes de collection soigneusement entretenues, et un ordinateur sécurisé pour ses recherches. Rien dans sa vie n'était laissé au hasard, pas même ses souvenirs de marine qui refusaient de s'effacer. Alors qu'il déposait l'enveloppe contenant l'argent sur la table en verre, son téléphone vibra. Le nom affiché fit frissonner la pièce malgré le silence. « Marcus, c'est Karen. »« Karen ?» demanda-t-il calmement, les yeux toujours fixés sur les billets. « Les policiers, ils parlent. Derek Harlow et ses collègues savent que tu es un ancien marine. » Ils paniquent. Marcus plissa légèrement les yeux. Ce n'était pas la première fois que son passé le rattrapait, et il savait que la panique était souvent plus dangereuse que l'agression directe. Il s'assit sur le canapé, calme, mais ses pensées tournaient à toute vitesse. Ses années dans les forces spéciales ne lui avaient pas appris seulement à combattre, elles lui avaient appris à observer, à anticiper, à transformer la peur et la violence en stratégie. 2 jours plus tôt, 3 policiers avaient cru qu'ils pouvaient intimider un homme ordinaire. Ils venaient de découvrir, trop tard, que Marcus n'était jamais ordinaire. Il alluma son ordinateur sécurisé et commença à rechercher Derek Harlow, ainsi que ses 2 collègues impliqués, Samuel Kent et Thomas Riley. Les profils publics, leurs habitudes sur les réseaux sociaux, leur routine de patrouille, leurs contacts personnels, rien n'échappait à Marcus. Chaque détail était noté dans un fichier crypté qu'il appelait « Observation ». « Ils pensent qu'ils peuvent se couvrir ?» murmura-t-il, la mâchoire serrée. « Mais je vais leur montrer ce que ça coûte de sous-estimer quelqu'un. » Marcus savait qu'il ne devait pas agir précipitamment. La force brute seule ne résoudrait rien. Il devait les faire ressentir la peur, semer le doute, et les pousser à commettre des erreurs.
La patience était son arme la plus puissante. Il passa la nuit à analyser leurs déplacements, les restaurants qu'ils fréquentaient, les cafés où ils prenaient leur pause, les trajets pour rentrer chez eux. Chaque information devenait un morceau d'un puzzle qu'il assemblait méthodiquement. Alors que la ville s'endormait, Marcus se tenait près de la fenêtre, observant les lumières des rues. Il se souvenait de ses missions: raid en territoire hostile, neutralisation de menaces multiples, survie contre toute attente. Cette fois, la mission était différente, mais le principe restait le même: préparer, anticiper, frapper avec précision quand le moment serait venu. Dans le silence de la nuit, une certitude s'imposa à lui: Derek, Samuel et Thomas ne savaient pas dans quoi ils venaient de se fourrer, ils allaient bientôt le découvrir. Le dimanche matin s'ouvrit sur un ciel bas et gris. Marcus avait dormi peu, mais ses paupières restaient calmes, l'esprit en alerte remplaçait le sommeil. Il savait que la colère, pour être efficace, devait se transformer en plan. Aujourd'hui, il commençait la phase que, dans l'armée, on appelait renseignement et neutralisation: observer sans être vu, apprendre sans être détecté, faire de l'information une arme. Il se leva, passa une serviette sur son visage, puis enfila une veste sombre et des gants fins. Il laissa l'enveloppe d'argent dans un tiroir sécurisé, il ne cherchait plus à la récupérer par la force, il voulait un effet plus profond, irréversible: exposer la corruption, les pousser à se défaire eux-mêmes. Avant de partir, il nota sur une feuille ce qu'il savait déjà: nom, edges, voiture, horaire de patrouille. Derek Harlow, 28 ans, nouveau dans le district, célibataire, Rolex discrète. Samuel Kent, 37 ans, a une fille en bas âge, habite dans le quartier de Crystal City. Thomas Riley, 35 ans, ancien joueur d'équipe de la police, réputé pour prendre des libertés. 3 profils, 3 failles potentielles. Marcus se rendit d'abord au commissariat du secteur, pas pour se présenter, évidemment, mais pour visualiser la façade, les entrées, les caméras visibles. Il se plaça à distance dans un café qui donnait sur la rue et regarda. Les policiers allaient et venaient, certains rigolant, d'autres pressés. Il repéra Derek sortant à 9h12, en uniforme, rangeant son badge avec un geste nerveux. Samuel arriva plus tard, s'attardant au distributeur de boissons, regardant son téléphone comme s'il attendait un message. Thomas, lui, passa en voiture, klaxonna, puis disparut. Marcus prit des notes. Rien n'était laissé au hasard, chaque tic, chaque hésitation était une ouverture. Il ne cherchait pas la confrontation physique, pas encore, mais la carte de leurs habitudes. La première phase fut d'établir une présence subliminale. Marcus n'envoyait pas de menaces explicites, il laissait derrière lui des signes que quelqu'un les observait. Un autocollant anonyme collé sur le pare-brise d'une voiture de Derek. Une caméra de surveillance factice installée, sans la brancher, près du bar où Samuel prenait son café. Un message anonyme glissé dans la boîte aux lettres du voisin de Thomas, signalant « regards indiscrets » et rien d'autre. Des petites choses qui criaient « vous n'êtes plus seul », mais ne donnèrent pas d'indice sur l'identité de l'observateur. Ces gestes, discrets mais précis, commencèrent à fonctionner. Images et soupçons se propageaient dans les brigades. Derek se montra plus nerveux lors de sa patrouille du soir, Samuel commença à rentrer plus tôt chez lui pour vérifier les fenêtres, Thomas cria un peu plus fort que d'habitude au poste, cherchant à regagner un sentiment de contrôle. Une semaine se déroula ainsi, rythmée par la patience méthodique de Marcus. Il ne cherchait pas la faute immédiate, il cherchait la fissure. Et très vite, les fissures apparurent. Derek reçut un appel d'un numéro inconnu durant sa pause déjeuner. La voix au bout du fil était modulée, mais la menace était claire: nous savons ce que vous avez fait. Il mit brutalement fin à l'appel, le visage livide, la main tremblante. Ce tremblement fut remarqué par un collègue, un détail qui allait s'avérer crucial. Marcus n'avait pas téléphoné, il avait trouvé un service de messagerie vocale anonyme et programmé la séquence depuis un autre quartier de la ville. L'effet produit était exactement ce qu'il cherchait: instiller la peur sans laisser de traces. Samuel, de son côté, trouva la photo d'un de ses discours municipaux affiché sur la porte de sa voiture, le slogan « Corruption visible » écrit au marqueur sur le coin. Il enlève la feuille en jurant, mais le message était passé. La rumeur monta au poste.
Très vite, les conversations de couloir changèrent de ton, on n'évoquait plus seulement le vol de l'argent, on suspectait maintenant une machination plus large. Marcus amplifia doucement la pression, mais ne franchit jamais la ligne qui provoquerait une réaction violente prématurée. Il savait calibrer. Un faux reçu laissé sur le comptoir d'un bar fréquenté par Thomas, fonds non déclaré, suffirait pour déclencher une réunion interne. Une des fausses caméras extérieures, placée face à la maison de Samuel, renvoya à tout hasard une image d'une silhouette indistincte, assez pour qu'il pense à des témoins, pas assez pour qu'il identifie quelqu'un. Mais Marcus n'était pas simplement un collectionneur de mensonges, il cherchait une vérité. Au cours de ses veilles nocturnes, il intercepta, en silence, une conversation entre Derek et un caporal du district où l'on entendit des rires nerveux et ces mots « On va s'en sortir, on couvrira tout ». Personne n'ira creuser. Marcus sut que le moment approchait. Il pouvait s'entendre pour étouffer l'affaire, mais la peur que Marcus avait semée les pousserait à commettre d'autres erreurs, peut-être plus graves. Un soir, alors qu'il suivait Derek à distance sur la rive du Potomac, Marcus observa le jeune officier s'arrêter au pont, regarder l'eau et fouiller frénétiquement dans ses poches. Marcus ralentit, caché dans l'obscurité d'un bus stationné, et vit Derek sortir une liasse de billets, pas beaucoup, mais assez pour trahir un malaise. Derek passa nerveusement la main sur son visage, puis jeta la liasse dans la poubelle avant de partir. Marcus nota tout. L'homme n'était pas un malfaiteur endurci, il était paniqué. La preuve vivante que la pression fonctionnait. Pourtant, Marcus ne voulait pas d'un simple démontage psychologique. Il avait besoin de preuves irréfutables. Il savait où aller pour les trouver, les petits comptes cachés, les reçus inventés, les connexions bancaires qui liaient les policiers à des prête-noms. Grâce à ses compétences en sécurité informatique apprises et aiguisées après des années de discipline, il monta un plan pour récupérer des fragments de données. Il n'attaquerait pas des serveurs gouvernementaux, trop risqués. Il cibla plutôt les fournisseurs privés des policiers, un club privé où Thomas commençait à fréquenter des soirées, le petit restaurant où Samuel encaissait des enveloppes, le garage où Derek rangeait des affaires. À 2 heures du matin, Marcus se glissa près du club privé où Thomas avait l'habitude de jouer au billard. Il utilisa une clé générique pour ouvrir une porte de service, une manœuvre silencieuse et rapide entra, et localisa le casier attribué à Thomas. À l'intérieur, il trouva une enveloppe contenant des reçus et un ticket d'un transfert récent vers un compte offshore. Marcus prit des photos, nota les références et remit tout exactement à sa place. Pas de traces, pas de panique, seulement de la documentation à exploiter. De la même manière, il passa la semaine suivante à suivre, photographier, cataloguer. Les preuves s'accumulaient, petits paiements, reçus anonymes, échanges de SMS entre les 3 hommes et des intermédiaires. Chaque élément semblait banal isolément, assemblé, il formait une toile. Marcus commença à tisser cette toile, reliant les points, reliant l'argent volé à des comptes, et les comptes à des actes de corruption ponctuels. Mais son attention restait vigilante. Un soir, dans la cabine d'un métro, alors qu'il compilait des scans, il sentit une présence dans la rame. Un homme l'observait, silhouette trapue, veste sombre. Marcus serra la mâchoire, posa son ordinateur dans son sac et quitta calmement le wagon à la prochaine station. Il avait été repéré, peut-être pas identifié, mais assez pour le mettre sur ses gardes. Les jours suivants, Marcus redoubla de prudence. Il changea de profil numérique, utilisa des VPNs sophistiqués, imposa des délais plus longs. Il poursuivit néanmoins son objectif, recueillir des preuves que les autorités ne pourraient ignorer. Car la peur, il l'avait semée, la vérité, il devait la récolter. Les semaines suivantes, Marcus Walker transforma la peur qu'il avait semée en un instrument de contrôle psychologique. Chaque mouvement, chaque souffle des policiers corrompus était analysé, catalogué et exploité. Il ne cherchait pas la violence directe, pas encore, mais un effet beaucoup plus subtil et durable, la manipulation totale. Le lundi matin, Derek Harlow arriva au commissariat avec une tension visible dans chacun de ses gestes. Ses collègues le regardaient, intrigués par ses mains tremblantes et son regard fuyant. Samuel, Kent et Thomas Riley eux-mêmes commençaient à ressentir une gêne inexplicable, comme si quelqu'un observait chaque pas qu'il faisait. Marcus n'était jamais loin, mais toujours invisible. Il utilisait des jumelles et des caméras dissimulées pour suivre leurs allées et venues.
Il commença par de petites interventions calculées. Une enveloppe anonyme glissée dans le casier de Derek, des billets marqués d'une encre indélébile avec les mots « Justice vous surveille ». Samuel trouva, sur le pare-brise de sa voiture, un mot griffonné « Rien ne reste caché ». Thomas, lui, découvrit une fausse caméra sur le toit du garage où il garait sa voiture, un gadget inoffensif, mais suffisant pour instiller le doute. Chaque geste était parfaitement calibré. Marcus savait qu'il ne devait pas laisser de traces, mais les policiers devaient sentir une présence constante et invisible, comme si quelqu'un connaissait chacun de leurs secrets. La peur s'installait progressivement, mais profondément. Un jour, Marcus infiltra un bar que Samuel fréquentait régulièrement. Il laissa une note discrète sur la table, simplement « Vérifiez vos comptes ». Samuel s'assit, regarda autour de lui, et vit pour la première fois la panique réelle. Ses transactions bancaires apparaissaient anormales, un transfert récent avait été annulé. Il appela Derek pour se rassurer, mais Derek, lui-même nerveux, ne put que murmurer « Je ne sais pas, quelqu'un nous observe ». Cette fissure dans leur confiance mutuelle était exactement ce que Marcus recherchait. Il savait que les hommes corrompus paniquent plus par la suspicion et le doute que par la confrontation directe. Leur arrogance se transformait peu à peu en paranoïa. Alors que la semaine avançait, Marcus monta en puissance. Il intercepta, en silence, des échanges de SMS et de mails entre les policiers et des contacts douteux. Chaque pièce collectée allait renforcer son dossier et accentuer leur panique. Il n'attaquait pas encore frontalement, mais il dirigeait le jeu comme un maître d'échecs. Un soir, Derek, en rentrant chez lui, trouva sur sa porte une simple enveloppe. À l'intérieur, une seule photo, lui, entrant dans un distributeur automatique, vu de dos, avec Marcus observant à distance. L'ombre du passé de Marcus, marine et maître en arts martiaux, n'était pas visible sur la photo, mais la signature implicite de sa présence suffisait à déstabiliser Derek. Thomas et Samuel commençaient à douter les uns des autres. Qui divulguait des informations? Qui surveillait leurs moindres gestes? Marcus savait qu'il avait semé la discorde parfaite. Désormais, la peur et la suspicion étaient leurs pires ennemis. Dans le même temps, Marcus continuait à construire un réseau de preuves irréfutables. Les transactions bancaires, les petites corruptions et les manipulations financières étaient toutes documentées, photographiées et cataloguées. Son objectif était clair, faire tomber ces policiers corrompus sans qu'ils ne puissent s'en prendre à lui directement. La semaine se termina sur une image saisissante. Marcus, assis dans son appartement, les yeux rivés sur plusieurs écrans montrant les allées et venues de Derek, Samuel et Thomas, un léger sourire aux lèvres. La tension était palpable à travers la ville, les policiers étaient maintenant à la merci de leur propre culpabilité. Il murmura pour lui-même. La peur est une arme plus puissante que n'importe quel fusil, et eux, ils ne savent même pas que je tiens le canon. La tension avait atteint son paroxysme. Derek Harlow, Samuel Kent et Thomas Riley ne dormaient plus, chacun suspectant l'autre d'être la source de la peur qui les rongeait. Marcus Walker, lui, observait depuis l'ombre, prêt à passer de la manipulation subtile à la confrontation calculée. Il savait que le moment approchait où il ne suffirait plus de semer la panique, il devait agir, mais avec précision et maîtrise. La première étape fut l'entrepôt abandonné en périphérie de la ville. Marcus avait repéré le lieu depuis des jours. Derek avait reçu un appel mystérieux, Samuel suivait le même trajet, et Thomas insistait pour vérifier une cargaison de matériel. Tous trois pensaient pouvoir tendre un piège à l'intrus invisible. Mais ils ignoraient que Marcus avait préparé la scène depuis le début. La nuit tombait, enveloppant le bâtiment d'une obscurité parfaite. Marcus se glissa silencieusement à l'intérieur, utilisant son expérience de marine et ses compétences en infiltration. Chaque pas était calculé, chaque ombre utilisée à son avantage. Les planchers craquaient sous les bottes des policiers, mais Marcus restait invisible, silencieux comme l'air qui passe entre les branches d'un arbre. Les trois policiers se regroupèrent au centre de l'entrepôt, leurs voix se mêlant au bruit du vent. Derek, nerveux, tenta de prendre les devants. « Où es-tu ? Montre-toi. Si tu viens nous faire du mal, on va. » balbutia Samuel, la voix tremblante. Thomas, plus agressif, serra les poings. « On t'aura, peu importe qui tu es. » Mais Marcus ne répondit pas. Il laissa la peur travailler pour lui.
Dans l'ombre, il repéra leurs points faibles, Derek trop exposé près de la porte, Samuel absorbé par ses émotions, Thomas concentré sur la menace imaginaire devant lui. La confrontation commença avec une fluidité militaire. Marcus frappa d'un mouvement précis, neutralisant Derek avec une projection contrôlée qui le laissa inconscient mais indemne. Samuel fit un geste instinctif pour s'emparer d'une barre métallique, mais Marcus anticipa et le bloqua dans un enchaînement d'arts martiaux millimétrés, le maîtrisant sans violence excessive. Thomas se précipita sur lui, mais Marcus utilisa l'environnement, un poteau, un mur, chaque objet transformé en outil de neutralisation. En moins de 3 minutes, les 3 policiers étaient maîtrisés, assis au sol, haletants et impuissants. Marcus se tenait au centre, calme, chaque respiration mesurée, chaque muscle sous contrôle. « Vous pensez que vous pouviez intimider un homme, que vous pouviez voler son argent et vous en tirer ?» dit-il d'une voix basse, glaciale. « Vous n'êtes pas des criminels, vous êtes des amateurs qui ont mal évalué la situation. » Puis il sortit un téléphone crypté et transmit toutes les preuves collectées, transactions illégales, paiements corrompus et enregistrements anonymes de leur manigance. En quelques secondes, l'ensemble du dossier fut envoyé au FBI et aux journalistes d'investigation. « Vous aurez votre justice », murmura Marcus, avant de disparaître dans l'obscurité de la nuit, laissant derrière lui les policiers abasourdis, conscients qu'il venait de perdre toute maîtrise de la situation. Le chapitre se termina sur une image saisissante, les 3 hommes, assis au sol dans l'entrepôt, l'expression entre la peur et la honte, réalisant que leur arrogance les avait trahis. À l'extérieur, Marcus s'éloignait silencieusement, chaque pas mesuré, chaque mouvement invisible, un fantôme de la justice qu'il avait imposé à sa manière. Dans la ville, le vent semblait murmurer. Certaines erreurs ne pardonnent pas, surtout lorsqu'elles réveillent un ancien marine. Le lendemain matin, Washington DC se réveillait sous un ciel couvert et lourd. Les journaux en ligne affichaient des titres surprenants. 3 policiers corrompus suspendus après révélation anonyme. Enquête sur détournement et intimidation, preuves inédites transmises au FBI. Derek Harlow, Samuel Kent et Thomas Riley étaient toujours sous le choc. Chacun d'eux avait passé la nuit à se retourner les mots de Marcus dans la tête, à comprendre qu'ils avaient été manipulés et exposés par un maître invisible. La peur et la honte les avaient paralysés. Ils n'étaient plus jamais les mêmes, la confiance entre eux avait explosé, et leur réputation était désormais entachée à jamais. Marcus Walker, quant à lui, observait depuis son appartement, loin du tumulte. Sur ses écrans, il voyait les réactions publiques, les journalistes soulignaient la minutie et la gravité de la corruption policière, le FBI ouvrait une enquête complète, et les citoyens commençaient à se demander combien d'autres Derek Harlow existaient dans le système. Pour Marcus, la victoire n'était pas dans la violence, mais dans la justice implacable et calculée. Il n'avait pas cherché à humilier inutilement, ni à détruire les vies des hommes par vengeance personnelle. Il avait seulement montré que le pouvoir mal utilisé attire toujours le retour de bâton, surtout lorsqu'il croise un homme qui a été formé à survivre contre toutes les menaces. Au fil des jours, les policiers furent interrogés, sanctionnés, et certains furent inculpés pour corruption et abus de pouvoir. Les preuves que Marcus avait recueillies étaient irréfutables. La ville apprit à respecter un nom qu'elle ne connaissait pas encore, Marcus Walker, l'homme qui avait affronté la peur avec sang-froid, l'homme dont le passé militaire et la discipline étaient devenus une arme pour la justice. Karen, son ami fidèle, l'appela une fois de plus. « Marcus, c'est incroyable. Tu as fait ce que personne n'aurait osé. » « Ce n'est pas une question de courage ou de bravoure, » répondit Marcus calmement. « Juste de discipline, de patience et de justice. Et parfois, c'est tout ce qui compte. » La dernière scène montra Marcus marchant dans les rues de Washington DC, disparaissant parmi la foule. Il n'était ni héros ni vengeur, il était simplement un homme conscient que certaines erreurs sont irréparables et que la justice peut être rendue d'une manière que personne n'attend. Alors qu'il disparaissait dans l'ombre d'une ruelle, une pensée traversa son esprit. Ne sous-estimez jamais celui qui a été formé pour survivre, et pour protéger ce qui est juste. Et ainsi se referma le chapitre final de cette histoire. La peur, la manipulation et la discipline avaient permis à Marcus Walker de rétablir la justice, laissant derrière lui une leçon que personne ne pourrait oublier.